Voilà, nous allons commencer. Mais vous m'écoutez tous? Oui, c'est bien. D'accord, c'est bon. Mesdames, Messieurs, chers professeurs et professeurs, chers enseignants-chercheurs, docteurs et docteurs, chers doctorantes et doctorants, chers étudiantes et étudiants de master recherche, chers praticiennes et praticiens, c'est avec un immense plaisir et une profonde gratitude que nous vous souhaitons la bienvenue à ce webinaire international de ce 24 octobre 2025, co-organisé par le CRISIA de l'Université de Picardie Jules Verne et l'Association internationale des chercheurs en économie et management, abrégé IRM. Votre présence nombreuse témoigne de l'intérêt et de l'importance que nous accordons collectivement à la réflexion sur les fondements et les défis épistémologiques des sciences de gestion. Nous vivons aujourd'hui dans un monde en constante mutation, marqué par ce que certains appellent une polycrise. Crise économique et financière récurrente, défis environnementaux et climatiques, révolution technologique et numérique, transformation géopolitique et sociétale profonde. Ces bouleversements ne laissent aucun domaine indemne. Les sciences de gestion, en particulier, se trouvent interpellées dans leurs pratiques, leurs méthodes et leurs finalités. La recherche en management doit désormais composer avec une acuité de l'incertitude, la complexité de son objet d'étude qu'est l'organisation et l'interdépendance des phénomènes étudiés. Elle ne peut plus se contenter de modèles figés ou de recettes managériales universelles. Elle doit donc réinventer ses cadres de pensée. C'est pourquoi il est urgent de revenir aux fondamentaux épistémologiques de notre discipline. L'épistémologie, rappelons-le, est la réflexion critique sur la production et la validité des connaissances scientifiques. En sciences de gestion, elle nous invite à interroger de manière substantielle le critique, quoi, c'est-à-dire la question gnosiologique relative à la nature et aux objets de la connaissance, la question du comment, qui interroge les modalités de production du savoir, les paradigmes mobilisés et les méthodes employées. Et enfin, la question du pourquoi, cette dimension téléologique qui renvoie aux finalités sociales, organisationnelles et sociétales de nos recherches. Longtemps considérées comme des simples techniques de gestion instrumentales, voire mineures, par rapport à l'économie ou la sociologie, les sciences de gestion ont été tenues en marge du logos, du discours rationnel sur l'épistémé, notamment la connaissance. Or, elles sont bel et bien une discipline scientifique à part entière, avec ses objets, ses méthodes et ses débats. Comme l'a montré Thomas Kuhn en 1962, la science évolue par conjecture et révolution paradigmatique. Les crises de paradigme ouvrent la voie à de nouvelles manières de penser. De même, Lakatos 170 et 178 nous rappelle à travers sa théorie des programmes de recherche que la science avance par une dialectique entre heuristique négative, c'est-à-dire ce qu'il ne faut pas remettre en cause, notamment le noyau dur, et une heuristique positive, les pistes nouvelles, les hypothèses à explorer. Ces deux apports nous éclairent sur la nécessité de repenser nos programmes de recherche en management à l'heure où les mutations globales redéfinissent nos objets et nos méthodes. Pour nous aider donc à décrypter ces enjeux, nous avons l'immense honneur d'accueillir aujourd'hui le professeur émérite Yvonne Pesque, normalien, agrégé des techniques économiques de gestion, docteur en sciences économiques de l'Université Paris-Sorbonne, docteur honoris causa de l'Université de Galatie en Roumanie. Il a été titulaire de la chaire Développement des systèmes d'organisation au CNAM de Paris, auteur de nombreux ouvrages et articles scientifiques, dont le désormais classique Épistémologie des sciences de gestion, aux éditions Weber en 2013, co-signé avec Alain-Charles Martinez, labellisé par la FINES. Ses travaux portent par ailleurs sur les rapports entre philosophie et organisation, où il revendique une épistémologie propre au champ managérial, à la fois critique et engagée.
Le professeur Pesque nous proposera donc une réflexion en quatre temps. D'abord, son itinéraire académique et scientifique, un parcours riche en influence, choix méthodologique et engagement qui inspirera sans nul doute notre communauté. Ensuite, il reviendra sur les fondements épistémologiques de la recherche en sciences de gestion, avec une exploration des bases théoriques, des paradigmes dominants et des tensions qui structurent notre discipline. Suivra notamment les défis épistémologiques contemporains à l'ère des mutations globales, avec une analyse des tensions et incertitudes, réconfiguration de notre champ disciplinaire face aux polycrises et aux transformations sociétales. Il ouvrira par la suite des pistes pour une recherche responsable et engagée en sciences de gestion et du management, capable de répondre aux enjeux de notre temps. Son exposé sera suivi d'un temps d'échange sous la forme d'une session de questions-réponses qui permettra de prolonger la discussion et d'apporter des éclairages aux préoccupations et interrogations du public. Chers collègues, chères étudiantes et étudiants, chers praticiennes et praticiens, ce webinaire est donc une invitation à la réflexion collective. Il nous rappelle que la science n'est pas seulement un corpus de connaissances, mais aussi un processus vivant, traversé par des débats, des choix et des responsabilités. Je vous remercie chaleureusement pour votre présence et votre engagement et je vous invite à accueillir avec enthousiasme, ovation et porter l'attention à l'intervention de notre éminent conférencier, le professeur Ivan Pesque. Monsieur le professeur, nous vous remercions pour votre présence. À vous la parole. Merci infiniment. C'est un honneur et un plaisir de participer en plus à la première session de ce séminaire. En règle générale, je suis obéissant, donc j'ai suivi le mandat qui m'avait été proposé sur les défis épistémologiques contemporains en sciences de gestion à l'heure des mutations globales, et j'ai donc un plan d'exposé, voilà, qui correspond aux 4 temps qui m'ont été proposés, sachant que c'est plutôt le point 2 que je vais énormément développer. Et bien sûr, j'ai plutôt considéré les points 3 et 4 comme conclusion. Et le point 1, bon, c'est toujours un peu intéressant de raconter sa vie. Et donc, je vais commencer de façon minimaliste, un itinéraire scientifique et conseils pratiques à destination des jeunes chercheurs. Donc, j'ai mis des éléments de ma biographie qui se caractérisent par le fait que finalement, je n'étais pas vraiment programmé pour faire ce que j'ai fait. C'est à la fois une série d'opportunités et de hasards et un travail de construction qui s'est effectué tout au long de ma carrière, sachant que Augustin mettait en évidence que j'avais eu à l'origine une thèse d'économie, puisque les sciences de gestion étaient balbutiantes. Et donc, en fait, j'ai fait une thèse d'économie politique, ce qui était un des courants importants du contexte à l'époque. Mais comme en même temps, j'avais fait l'ENSET, hein, l'École normale supérieure de l'enseignement technique. J'ai été certifié agrégé des lycées. Donc, ma formation était une formation qui a été orientée fondamentalement vers la comptabilité au sens de la technique. Donc, c'est à la direction de la prévision que j'ai représenté ma direction au Conseil national de la comptabilité. C'est bon, pratiquement mon premier poste. Et donc en particulier de Palins, qui était directeur financier de, de ce qui deviendra l'aérospatiale, a été un peu effrayé d'être face à quelqu'un qui n'y connaissait pas grand-chose, si ce n'est les débits crédits, compte de résultats, bilan. Et comme j'ai été tout à fait un bon élève, il m'a expliqué qu'il existait une théorie comptable, etc. Et donc, de ce fait, j'ai pu m'engager dans euh, on pourrait dire, le début le début de la recherche comptable. Ensuite, j'ai eu cette aventure dans une école d'ingénieurs qui était à l'époque, enfin, comme les écoles d'ingénieurs de l'époque, avait trouvé important, donc ça avait été une orientation générale du ministère que les écoles d'ingénieurs introduisent de la gestion.
En même temps, parallèlement, j'étais chargé de cours à Dauphine, donc bien sûr dans ce département, Colas, Bouquin, Casta et moi. C'est une aventure absolument remarquable à une époque où il n'y avait pas de silo et donc on pouvait librement, pour autant qu'on était reconnu par ses collègues, pouvoir travailler ensemble. J'ai été parallèlement à ce moment-là professeur à HEC, hein, où j'ai été recruté pour faire des cours de contrôle de gestion et où assez rapidement j'ai dérivé vers les théories des organisations, puisque c'est la base conceptuelle du contrôle de gestion et je vais dire de l'essentiel des disciplines des sciences de gestion, mis à part le marketing quantitatif et la finance de marché. Puis j'ai eu l'opportunité de devenir titulaire de la chaire développement des systèmes d'organisation, succédant à deux personnes, donc en particulier le fondateur du cours des théories des organisations comme discipline d'enseignement dès 71 et d'une autre version qui était le prolongement, on pourrait dire, des techniques d'organisation relu, d'abord initié avant, puisque la chaire a été créée en 1928 à la demande de Fayol, d'abord sur la question de la technique de l'organisation scientifique du travail, puis ensuite de la reconstruction et donc du substrat organisationnel des techniques d'organisation nécessaires à la reconstruction après la Deuxième Guerre mondiale. Conseil pratique à destination des jeunes chercheurs. Les sciences de gestion sont aujourd'hui une discipline plombée par le passé, ce qui m'amène d'ailleurs à poser l'interrogation de l'avenir historique de la business school. De façon iconoclaste, je me suis même exprimé en disant il y a des choses dont on devrait interdire l'enseignement, par exemple le SWOT. C'est tellement tourné vers le passé que c'est une discipline qui, dans son enseignement et dans sa recherche, malgré ses propos, l'avenir, le futur, l'innovation, résonne essentiellement sur des schémas passés. Et donc, l'avenir de la business school est en jeu, même si cette business school, au sens générique du terme, a connu une expansion extraordinaire à partir de 1970-1980. En France, 20% des étudiants, toutes disciplines, enfin, tout cursus confondu, DUT, bachelor, but, grade licence, master, doctorat, IAE, école de commerce. Donc, un étudiant sur cinq est étudiant en sciences de gestion, pour le dire de cette manière-là. Donc, succès quantitatif énorme. Donc, d'une certaine manière, une forme d'aveuglement, et c'est peut-être en partie ce succès qui se caractérise par l'interrogation sur son avenir historique et un regard trop orienté vers le passé. Surréalisme du publish or perish, et que je qualifie de création d'un savoir factice dépourvu d'impact au regard des enjeux contemporains. Donc là, à l'heure actuelle, nous sommes dans un univers où il y a des guerres. Alors, la guerre, on ignore ce que c'est en sciences de gestion. Euh, la pauvreté, on ignore globalement ce que c'est, hein. Contrôle de gestion, efficience. S'ils sont trop, on les vire. Aucun problème de regard sur ces externalités. Il m'est arrivé dans des forums de dire, eh ben, nous avons formé les managers qu'on fait chauffer la planète. Et donc, évidemment, m'adressant à vous, puisque vous allez continuer à former ces managers, j'amène évidemment l'importance de ce regard sur la société, savoir factice, création d'un savoir-faire dépourvu d'impact et ignorance de la multiplication des médias, publisher périche dans des revues à comité de lecture, c'est l'imprimerie du passé. Omission de la pédagogie et des manuels dans le publisher Perish. Finalement, il y a cette production de manuels, moi-même, j'en ai rédigé, hein, dont le contenu est orienté vers le passé, et des livres, donc ça j'y reviendrai, puisque une grande partie de mon succès est liée au fait que ce qui est cité, ce sont les livres, ce ne sont pas les articles, ou alors ce que j'ai mis récemment,
J'ai mis toutes mes notes de cours en ligne sur ALSHS, Sciences ouvertes. Donc, c'est ça qui est cité. C'est pas, c'est beaucoup moins les articles que j'ai publiés, d'autant que euh, les contenus des articles vieillissent, ce qui est tout à fait normal. Et enfin, toujours dans le regard que je porte sur notre champ disciplinaire, des rhétoriques plus que de la création de connaissances, malgré des concepts apparemment tournés vers l'avenir, innovation, management public, responsabilité sociale de l'entreprise. Donc on met ça sur la table, mais en fait, on le raisonne avec des catégories qui sont des catégories ancrées sur le passé. Hein, je rappelle cette symbolique du SWOT. On ne peut pas faire pire comme instrument dépassé et pourtant surutilisé à la fois dans l'enseignement, voire dans les dialogues, par exemple en management public, entre des entités qui demandent des fonds et leur tutelle. Gros morceau, fondement épistémologique de la recherche en sciences de gestion et du management. Hein, je réponds euh, au mandat qui m'a été proposé. Alors, première chose, l'indétermination de la dénomination du champ. C'est pour ça que j'ai commencé à hésiter sur sciences de gestion et management. Après, sciences de gestion, je n'ai pas ajouté et du management parce que ceci est le signe de l'indétermination du concept fondateur de la discipline, la business school. Alors, vous avez des écoles de management, vous avez des écoles de commerce, vous avez des business schools. Donc, la dénomination montre la difficulté de qualifier le champ qui est le nôtre. Nous n'avons qu'une seule profession dans le champ disciplinaire qui est le nôtre, qui est la comptabilité en France. Hein. Il y a une profession comptable qui est la comptabilité. Vous avez des métiers des ressources humaines, vous avez des métiers du marketing, mais vous n'avez pas de profession. À la différence, par exemple, du droit, hein, enseignement du droit égale profession du droit, enseignement de médecine égale profession de médecine, enseignement de gestion n'est pas profession de gestion, puisque la seule profession que nous avons, c'est la comptabilité. Articulation que l'on retrouve en comptabilité fondatrice de l'état de l'art, c'est-à-dire comment sont construites nos connaissances, bah, c'est la grande césure entre CBK et SBK, hein. Common Body of Knowledge, bon, qui est l'essentiel de ce que l'on enseigne jusqu'à la licence, et Specialized Body of Knowledge, qui est ce que l'on enseigne à partir des catégories de master. Donc cette articulation entre ces deux registres. Alors pour le champ qui est le mien, théorie des organisations, vous voyez que j'ai mis un S. Vous voyez comment on les enseigne en licence, hein, les galeries de portraits, comment prévoir, comment les 4 P, les acronymes, etc. Alors après, évidemment, comme on en abandonne l'enseignement dans les SBK, c'est un peu inquiétant, hein, puisqu'on conserve ces galeries de portraits. C'est pour ça que j'ai écrit un manuel de théorie des organisations qui n'est pas du tout construit de cette manière-là. Je ne suis pas le seul à en faire de cette manière-là. Deuxième élément de notre champ disciplinaire en matière d'enseignement et de recherche, c'est le fameux MCO, hein, management et comportement organisationnel. Et pour ce qui nous concerne, puisque je n'ai pas décliné cet élément pour la comptabilité, les techniques d'organisation, les techniques comptables, qui est la seule chose que j'avais étudiée quand j'avais fait mes études pour aller jusqu'à l'agrégation des lycées, puisque j'avais ignoré à l'époque qu'il y avait des théories comptables. Je ne savais pas, ce n'était d'ailleurs pas enseigné. C'était il y a quand même un certain temps. Aujourd'hui, je n'ai pas vérifié si dans les enseignements qui seraient dispensés dans le cadre de la formation des professeurs des lycées, cette logique a subsisté. Allez, le suivant. Voilà. Le statut des sciences de gestion. 3 statuts. Hein. Et donc, c'est pour ça que j'ai pris cette visualisation. C'est les trois en même temps. C'est une science humaine et sociale. C'est comme ça qu'elle est classée sur ALSHS. C'est une science de l'action à portée ingéniérique, hein, et donc c'est là qu'on a les recommandations, entre guillemets, cette idée d'impact, il faut que ça serve à quelque chose. Et c'est une science politique à portée politique et morale, quand efficience, s'il y a trop de personnel, on les vire, donc portée politique et morale.
Dans les recommandations, je reprends une collègue, recommandation managériale, il n'y a jamais de recommandation au syndicat. Donc, vous voyez, la dimension politique et morale. En particulier, vous avez des champs disciplinaires ou des questions qui sont extrêmement à portée politique et morale majeure. La RSE, là, on ne peut pas faire pire comme enjeu politique et moral pour ce registre des sciences de gestion. Donc, les sciences de gestion, c'est un mix des trois composantes, mais suivant le cas de figure, un ordonnancement entre le rattachement de premier, de deuxième et de troisième rang. RSE, il est plutôt, hein, comme l'indique ce registre, on est plutôt à portée politique et morale, à sciences humaines et sociales et sciences de l'action. Hein, donc, suivant les questions qu'on se pose, ces trois registres sont présents, mais pas avec le même ordonnancement. Mais par contre, il y a toujours les trois registres. J'ai mis, alors, puisque je parle de ALSHS, des textes en accès libre sur ALSHS, la science ouverte. En théorie, c'est une obligation, c'est une directive européenne. Donc, nous devrions mettre en ligne tout ce que nous écrivons de façon gratuite. Bon, et alors après, dans le Publisher Perish, vous connaissez le business des revues, en particulier des revues en langue anglaise, je ne vais pas dire anglo-saxonne ou américaine, des revues en langue anglaise, qui ont généré un véritable business autour de cet élément. Et si vous mettez en ligne trop tôt, etc., etc. Donc, nous sommes confrontés à cette question du droit d'auteur. Alors, ontologie de l'organisation, j'y reviendrai sur l'importance de l'ontologie, modèle et organisation, puisqu'en effet, j'ai jamais serré la main à Renault. Je ne parle pas du chanteur, hein, l'entreprise, j'ai jamais serré la main à Amazon. On en a toujours des représentations qui sont, et c'est normal, partielles et partiales, avec une dimension politique et morale. Hein, je vais prendre par exemple la représentation comptable, et je souligne l'importance de la dimension politique et morale dans la représentation comptable. En effet, si vous affichez une perte, ça fait moche, hein, pour le dire de cette manière-là. Les jalons d'épistémologie qui sont ceux que je vais traiter maintenant, la question méthodologique avec l'attitude positiviste et l'attitude constructiviste, la question axiologique et politico-éthique, hein, donc je reviens sur comment les sciences de gestion, sciences politiques et morales, et puisque j'ai beaucoup travaillé avec des collègues africains. Donc, j'ai coécrit ce texte avec mon collègue Bertrand Sogbossi, à qui, en outre, j'ai demandé de faire la préface de mon livre de théorie des organisations. Je n'ai pas voulu que ce soit un collègue français ou un collègue américain, j'ai désiré que ce soit un collègue africain qui fasse la préface, qui était Bertrand. Et donc, on a écrit Quelle théorie des organisations pour la recherche en management en Afrique. Et donc, c'est un texte dans lequel on s'exprime sur la question de la contextualisation. Premier jalon, positionner sa recherche dans la trilogie rigueur, pertinence, impact. Et donc, pour l'impact, je mets en évidence aujourd'hui l'impact de la création de savoir au regard des ODD, l'agenda 2030, et pour les collègues africains, ceux de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Ça veut dire en d'autres termes, quand vous avez écrit quelque chose, que vous avez créé du savoir, vous devez vous poser la question de en quoi ça contribue aux ODD et en quoi ça contribue aux objectifs de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Dans les travaux que je dirige, de master ou de thèse, je rends cet élément obligatoire en conclusion. Hein, création, donc, contribution aux ODD, contribution comment aux objectifs de l'agenda 2063 quand les travaux sont sur des terrains situés en Afrique. Trois registres essentiels en matière de positionnement d'une recherche. Le positionnement ontologique des concepts, le positionnement conceptuel, quel corpus mobiliser et pourquoi, et le positionnement empirique, où, quand et pourquoi. Je reviendrai au positionnement ontologique des concepts. Je vais prendre un exemple rapidement, c'est la confiance. Ça vient d'où la confiance? C'est ça le positionnement ontologique. Et je vais rappeler à un moment donné qu'il y a trois registres du positionnement ontologique.
l'attitude positiviste, l'attitude subjectiviste et l'attitude constructiviste. Donc, bah, l'ontologie, c'est pas positivisme, constructivisme, il y a le subjectivisme en plus. Pour la confiance, c'est extrêmement intéressant, hein. Attitude positiviste pour la confiance, bah, comme il y a la confiance, hein, manquerait plus que ça. Attitude constructiviste, ce sont les théories et l'évolution de la pensée sur le champ théorique consacré à la confiance, avec les conceptions dyadiques et la conception triadique. Important aujourd'hui, la question de la confiance triadique, c'est la confiance dans les systèmes. Ça veut dire en d'autres termes, quand je prends le métro à Paris pour me déplacer, quand je prends le métro, je ne me pose pas la question du fait qu'il est un accident. Pour ce qui nous concerne plus précisément en sciences de gestion, ben, les systèmes d'information pour la partie informatique, avec évidemment ce qu'on avait oublié, cybermenaces, cyberattaques, etc., etc. Et la conception subjectiviste, il semblerait qu'Augustin ait eu confiance en moi. Hein, c'est une confiance dont son origine, c'est ça, l'ontologie. On n'utilise pas de concept sans positionnement ontologique. Positionnement conceptuel, quel corpus mobiliser, pourquoi, de quelle confiance vous voulez parler et pourquoi. C'est-à-dire que vous devez signaler les bonnes raisons d'en parler comme vous en parlez. Le positionnement empirique, où, quand, comment et pourquoi, hein, où, quand et pourquoi, puisque un travail de recherche nécessite une validation empirique. L'importance de la contextualisation. Préciser si la recherche est exploratoire, si c'est le cas, parce que ce n'est pas la même chose. Et en particulier, si je dis exploratoire, c'est parce que c'est une composante spécifique des approches compréhensives. Pour les approches explicatives, c'est autre chose. Hein. Donc, exploratoire, c'est important de préciser. Pour le reste, c'est également important, mais c'est un marqueur moins majeur que lorsque la recherche est exploratoire. Nécessité de contextualiser le lieu, le secteur, etc. Et enfin, positionner sa recherche au regard des enjeux de d'inter ou de transdisciplinarité. Pluridisciplinarité, je m'intéresse à la responsabilité sociale de l'entreprise, ben, il y a un volet juridique. Hein. Donc, jusqu'où je le convoque? Si je ne le convoque pas, il faut le dire. Il y a un volet politique et moral, enfin, politique, jusqu'où je le convoque ou pas, des textes institutionnels. Moral, c'est bien, c'est pas bien. Interdisciplinarité, c'est le fait qu'on va convoquer des logiques, des champs conceptuels, des méthodes d'autres disciplines pour effectuer le travail de recherche que l'on fait, aussi bien sur le plan conceptuel que sur le plan empirique. Par exemple, l'anthropologie, l'étude de cas héritière de l'ethnographie qui nous vient de l'anthropologie. Donc, bah, c'est intéressant de se poser la question de qu'est-ce qu'une ethnographie, et donc en particulier quand on va s'intéresser au récit de vie, voilà de l'interdisciplinarité. Transdisciplinarité, c'est un objet qui, traversant des disciplines, conserve un socle de signification commune, mais change suivant les disciplines. La responsabilité a une signification en philosophie, une signification en droit, une signification en sciences de gestion, ou la notion de connaissance pour le knowledge management, hein, même chose. Ça traverse les disciplines, mais quand ça les traverse, même s'il y a un socle qui est commun, d'où évidemment la question de l'ontologie, il y a la spécificité liée au champ disciplinaire dans lequel il se situe. Donc, quand on a un concept qui a vocation à être transdisciplinaire, il est important de regarder ce qui s'est passé dans les autres disciplines pour dire voilà où je suis, qu'est-ce qui me permet de dire ce que je vais dire en négligeant ou pas, hein, en négligeant ou pas ce qui s'en est dit et ce qui s'en est fait dans d'autres disciplines. Alors, je reprends, donc pas en comptabilité, puisque vous avez un socle qui sont les théories comptables. Hein, donc, je n'aborde pas ce volet. Mais contrôle de gestion, oui. Hein, le socle conceptuel de nos disciplines, quelles qu'elles soient, sauf marketing quantitatif et finance de marché,
ce sont les théories des organisations. Donc, un chercheur, et quand bien même est-il une expertise sur un champ donné, doit effectuer cette lecture dans cet ordre. Hein, théorie des... Alors, j'ai pris Jean-Michel Plane, je veux dire, c'est un 128 pages. Théorie des un 128 pages, c'est-à-dire celui que vous auriez dû étudier quand vous étiez en licence. Ensuite, un manuel. Alors, évidemment, j'ai cité le mien, mais un manuel, pas quelque chose de plus élaboré, quelque chose à destination de au moins des élèves de master. Et ben, vous avez des livres, là en l'occurrence, qui paraissent sur les discussions sur ce qui est en train de se passer. Donc vous voyez que tous ces livres s'appellent Théorie des organisations, mais n'ont pas le même enjeu. Et ce sont les collègues de Dauphine qui ont généré cet ouvrage qui est particulièrement intéressant sur le tournant pratique. Donc ça permet de voir comment la pensée s'est construite dans le champ disciplinaire qui est le nôtre. C'est le socle conceptuel de notre discipline. Euh, à l'heure actuelle, je suis en train de relire des textes pour le prochain congrès de l'Association sénégalaise des sciences de gestion. Bon, j'en ai eu un qui était, puisque j'ai relu hier, il confond motivation, implication, engagement. Donc, l'objet de son texte, c'est l'engagement, et puis hop, on prend motivation, Meyer Erwan, et on rajoute un zeste de motivation. Alors évidemment, c'est compliqué, parce que pour être engagé, il faut être impliqué et il faut être motivé, mais il faut savoir ce qu'on regarde. Si on regarde l'engagement, on va prendre les catégories qui relèvent de ce champ conceptuel plus que celui de l'implication et de la motivation, d'où le fait que c'est dans le champ des théories des organisations qu'on est capable de faire la différence entre ce qui relève de la perspective de l'engagement, ce qui relève de la perspective de l'implication, ce qui relève de la perspective de la motivation, et comment dans le temps, on a d'abord eu une focalisation sur la motivation, puis sur l'implication, et maintenant sur l'engagement. Donc, c'est pour ça que ce champ des théories des organisations est particulièrement important à maîtriser avant de commencer à faire une thèse, ou avant de commencer à faire un article. Où est-ce que je suis et pourquoi? L'importance du rattachement disciplinaire. Donc, j'indique l'importance de positionner sa recherche dans une des disciplines patentées des sciences de gestion, marketing, stratégie, organisation, etc. Je n'allais pas toutes les citer. Et vous avez des évolutions. Système d'information est apparu, entrepreneuriat est apparu. Donc, vous êtes dans quel champ? Ou alors, vous confrontez-vous à une des questions institutionnalisées comme l'apprentissage organisationnel, bien sûr le changement ou la RSE. Hein. Donc, vous avez des questions institutionnalisées. Qu'est-ce que vous voulez regarder et pourquoi? Avec la possibilité d'effectuer un mix, mais compte tenu d'un rattachement de premier rang. Je donne un exemple. Apprentissage organisationnel en premier rang, GRH en deuxième rang, puisque pour faire l'apprentissage, vous avez du développement professionnel qui lui relève plutôt de la GRH. Mais suivant le premier ou le deuxième rang, vous n'allez pas regarder les choses ni les étudier de la même manière. En fonction du positionnement, consultez un manuel de référence du champ en version récente. Alors, j'ai pris deux exemples. Management interculturel d'Olivier Meyer. Hein, donc, il y a un manuel. Donc, les étudiants de master qui suivent une UV de management interculturel, mais ils regardent un manuel. Manuel de management public, manuel de management international, manuel de contrôle de gestion. Donc, j'en ai fait exprès de citer des manuels de collègues pour éviter de penser que je cite toujours mes textes. Et vous avez quelque chose qui est absolument remarquable, les livres de la collection des grands auteurs. J'en ai certains qui sont comme ça derrière moi. Hein. Donc, je sors celui-là. Les grands auteurs en management, dirigés par Sandra Charrière-Petit, Isabelle Hulot, donc vous ne pouvez pas voir à la caméra si vous avez. Mais il y a j'ai mis en fonction de ce que je lisais. Donc ça, c'est une mine extrêmement intéressante. Hein, les grands auteurs en EMS édition. Connaître les débats du champ disciplinaire. Alors je vais parler des débats d'un champ que je connais, hein, puisque je ne les connais pas tous. La vieille, alors par exemple la RSE, moi j'ai parlé d'une vieille RSE d'avant 2015, qui est celle d'une business and society,
et celle de la décarbonation d'aujourd'hui, qui est le business in society. Donc, je veux dire par là que sur la RSE, les débats, il y a eu un pli. Donc, évidemment, si vous êtes en 2025, vaut mieux être sur le pli qui est celui d'aujourd'hui que plutôt sur la vieille, hein, pour le dire de cette manière-là. Il vaut mieux se positionner dans le business in society que dans le business and society. C'était il y a 10 ans quand même, hein. Le débat sur les critères ESG avec et tout le monde y allait, et les cabinets, et les entreprises, et puis bah, une tentative de l'Union européenne qui était en théorie applicable au 1er janvier 2025, mais dans le mouvement actuel de l'idéologie de la simplification des normes, voilà, c'est ça les débats. Ou encore la future 9001 2026, hein, où donc quand il y a des débats sur une norme, il y a des traces sur le site de l'ISO. Donc là, en l'occurrence, comment autour de la RSE, vous aviez la 26 000 que je déteste, hein, qui est toujours la version 2010, donc elle a un problème. Et puis, vous avez les normes du paquet ISO, hein, la 9001 qui était 2015, la 14001 2015 et la 45001 2018. Et comme l'ISO nous dit une norme, sauf exception, ça veut dire qu'il faut un vote du comité qui en prolonge la vie, elle est rediscutée. Et donc là, à l'heure actuelle, c'est extrêmement intéressant dans le champ, hein, connaître le débat du champ. Vous avez la 9001 2026. Et donc, il va de soi que quand on s'intéresse à un domaine, il faut voir quels en sont les débats. Alors, l'importance, autre élément pour la RSE, hein, c'est le travail à faire suivant les champs de spécialisation qui sont les vôtres, les paquets législatifs en France autour du développement durable, hein, pour donc importance des textes institutionnels. Le CNRTL, pour préciser les définitions, Centre national de ressources textuelles et linguistiques, qui est un dictionnaire en ligne, hein, il donne pour un concept ses définitions, son étymologie, ses synonymes, ses antonymes, les termes associés, hein. Et donc, dans le travail d'ontologie, si vous avez responsabilité, si vous avez motivation, on se précipite d'abord sur le CNRTL et on regarde ce qui s'en dit, ou pas, hein. C'est intéressant de voir comment, parce que c'est aussi un wiki, donc les collègues qui construisent le dictionnaire le font évoluer au jour le jour, mais si le terme que vous cherchez n'y figure pas, il faut se poser la question de savoir pourquoi. Être attentif à la différence entre objet frontière, concept ombrelle et mot valise. Objet frontière, le développement durable, et donc la nécessité de préciser de quel point de vue se positionne-t-on. Par exemple, du point de vue des transitionnistes. Ou si vous regardez le développement durable vu par les ONG, je vais simplement en prendre deux, le WWF et le Greenpeace, bah, ce n'est pas le même développement durable, hein. C'est ça un objet frontière. C'est une notion qui a un socle de signification commune dans les communautés académiques et professionnelles, mais dont une partie de la signification diffère suivant la communauté à laquelle vous vous référez. Si je le dis de façon brutale, mon développement durable n'est donc pas le vôtre, tout en étant le même. Les mots valises. Alors là, le mot valise, donc ça c'est un de mes caprices. Performance, on ne peut pas faire pire, hein, parce que, alors, quand vous dites performance, qu'est-ce qu'il y a dans la valise? Et la notion de performance, pour les mots valises, interdit. Ou alors, c'est un sacré contresens, tout raisonnement causaliste, puisque la performance, pour prendre cet exemple, c'est le produit de composition de nombreux facteurs. Et donc, je, j'indique qu'il faut éviter le causalisme, parce que si vous dites que comment c'est le marketing qui, la création de valeur, hein, si vous privilégiez un facteur, vous pouvez, mais il faut avoir de bonnes raisons de le privilégier, et dans ce cas-là, évidemment, vous n'avez qu'un élément de la valise. Les buzzwords, alors ça c'est le troisième élément, disruption, voire intelligence artificielle. Comment nous utilisons tous cette notion, disruption, intelligence artificielle, on n'a quand même qu'une vague idée de ce que c'est. En complément des définitions, l'ontologie des concepts, hein, donc
il faut spécifier l'ontologie. J'invite à spécifier l'ontologie des concepts qui la constituent, d'où viennent les concepts que l'on utilise, qu'est-ce qui les fonde. Par exemple, le recours aux métaphores mécanistes, la référence à un modèle organisationnel. Moi, je déteste le mot mécanisme en organisation, hein, mais vous comprenez pourquoi. Donc, vous avez des métaphores mécanistes, hein, qui dominent. Et les mécanismes de gouvernance. Bonjour l'angoisse. Non, parce que comment un objet social peut-il fonctionner avec des mécanismes? C'est pas une horloge, c'est pas une pendule, hein. Donc pourquoi ça se dit, hein? Donc, d'où viennent les concepts que l'on utilise? Qu'est-ce qui les fonde? Par exemple, le recours aux métaphores mécanistes ou la référence à un modèle organisationnel. Et toujours dans l'ontologie des concepts, attention à l'isonymie, hein, donc, alors vous avez isonymie, isopraxis, polypraxis, polysémie, hein, mais si vous voulez, isonymie, vous entrez tout de suite dans le débat. Par exemple, avec la gouvernance, on trouve la corporate governance, la bonne gouvernance des institutions internationales qui n'ont rien à voir. Donc, si vous vous intéressez à une entreprise publique dans un pays africain et que vous commencez avec la corporate governance, bonjour l'angoisse. C'est une erreur, c'est un contresens. Parce que la corporate governance a été construite pour les sociétés cotées à la bourse de New York et dans une entreprise publique, y compris chez nous, ben, c'est le conseil d'administration, tout le monde s'en fout. Par contre, la question de la bonne gouvernance, en particulier de l'impact, de la qualité de service, ça. Et donc, vous voyez, même nom, mais pas même contenu, isonie. Toujours pour les débats. En complément, voir ce qui s'en dit sur ChatGPT ou autre, hein. Donc, vous posez, alors bien entendu, si vous mettez responsabilité sociale de l'entreprise sur ChatGPT, le logiciel va avoir du mal à se débrouiller. Donc, vous posez des questions, vous les reposez. Hein, quelles sont les idées, des références, quelles sont les références en français qui font une critique à partir de 2020 de la responsabilité sociale de l'entreprise? Référence en anglais et autres langues, hein, puisque il y a d'autres langues, il y a de l'espagnol, il y a du portugais. Le choix et la discussion, une fois qu'on a ça, c'est choix et discussion d'une théorie. Alors, théorie et champ théorique, c'est quelque chose d'important, ou de plusieurs, mais veillez à ne pas dépasser trois. Hein. Donc, le choix et la discussion d'une théorie, c'est ce qui vient après l'ontologie. Attention, on ne taille pas un pied pour qu'il rentre dans la chaussure. Ça veut dire en d'autres termes, si vous me flanquez de la corporate governance dans une entreprise publique, vous taillez le pied pour qu'il entre dans la chaussure. Ou alors, ce que je vois souvent, puisque là je suis sur des évaluations de papier pour l'Association sénégalaise de sciences de gestion. Alors, bon, il y a un problème, il y a des PME, c'est un peu compliqué, hein, beaucoup de PME. Et ben, les PME, elles sont un peu, si j'ose m'exprimer, bricolantes. Hein, c'est d'ailleurs ce qui fait tout leur intérêt. Et donc, j'avais une hypothèse. Un, les PME, alors en plus, il dit, l'auteur que je ne connais pas confondait PME et dirigeant de PME. Donc, une PME, les PME, sont le mauvais, le mauvais management des PME parce qu'elles font les décisions qui se font sont des décisions au jour le jour. Alors, quand j'ai fait le reviewing, j'ai dit, alors, hypothèse 1, le Sénégal, c'est nul. Hypothèse 2, les dirigeants de PME sont incompétents, ils sont ringards. Et donc, j'ai décodé ces hypothèses en fonction de la façon dont ils les avaient formulées. Hein. Donc, vous voyez, on ne taille pas un pied pour qu'il rentre dans une chaussure. Attention à la contexte. Alors, là, je suis sur un jury de thèse, dont la thèse va être soutenue, sur approche systémique et communication. Il a arrêté communication à Shannon, Wiener, et il a oublié l'école de Palo Alto. Donc, OK, pourquoi il s'est arrêté là? Bon. Attention à la contextualisation théorique, ça c'est l'essence du texte que j'ai publié avec Bertrand Sotbossi, dans l'espace, les théories nées aux États-Unis. Dans le temps, la théorie des années 80, Porter par exemple, et l'avantage concurrentiel, on n'en est plus là. Ou alors, ce qui y a de bien pire, c'est Utah Haute, hein, pour la technologie.
les modèles d'IA rentrent assez mal dans des, ou le modèle de Rogers, diffusion, on n'en est plus là. Alors, ça ne veut pas dire que c'est nul, mais ça veut dire que faut les regarder avec distance et pas prendre ut à haute pour faire du confirmatoire sur l'usage de l'intelligence artificielle dans les PME sénégalaises, hein, pour le dire de cette manière-là. Attention aux théories devenues des mythes. Évidemment, la théorie de l'agence, j'en ai parlé, mais la théorie des parties prenantes, qui est aussi... on voit des parties prenantes partout, on voit des relations d'agence partout. Et donc, attention aux théories devenues des mythes. Concept, théorie, champ théorique. Un concept n'est pas une théorie et se caractérise par son ontologie, la motivation. Une théorie articule un ou plusieurs concepts dans le cadre d'un raisonnement, une argumentation. Les théories de la motivation, et d'ailleurs, vous voyez que dans le temps, vous avez une évolution de la manière dont ça se construit. Un champ théorique, c'est un périmètre de rattachement de théorie, exemple le leadership. Donc, il faut bien faire attention de ne pas confondre les registres. De façon générale, en fonction d'une question de recherche, vous êtes dans un champ théorique. Vous avez vous vous intéressez à une théorie et cette théorie, vous vous y intéressez parce qu'elle a un enracinement conceptuel. Soupçonner les sources empiriques et avoir des sources à jour. Les grands cabinets publient des documents qui constituent aussi leur marketing. Et donc, KPMG dit que la téléphonie mobile en Afrique, oula, c'est son marketing. Les ONG publient des documents en conformité avec leur mission générale. Hein, les nuances pour ce qui concerne le développement durable entre le WWF et Greenpeace. Les publications des think tanks. Hein, faut toujours les soupçonner, même pour les sources officielles. Alors, où je hurle, le doing business, dont la publication est maintenant supprimée du fait de ses biais majeurs. Donc, comme c'était supprimé, je ne me souviens plus si c'est 2021 ou 2022, donc c'est récent. Surtout, évitez de parler des classements du doing business quand vous voulez positionner en disant, alors si je reprends, oh, le Sénégal, il est à 105 la 147e place, bourg. Donc, sous-entendu, quelle horreur. Le doing business était tellement nul et tellement biaisé que la publication en a été supprimée. Et j'ai fait partie des gens qui ont lutté sur le plan conceptuel pour que ce doing business ne soit plus publié. Le positionnement de la recherche par rapport à trois questions, gnoséologique, quelle connaissance sera créée, donc l'impact, pertinence, impact, méthodologique, comment vous n'avez que trois types de raisonnement, inductif, déductif, abductif, et là on est sur la méthodologie, donc plutôt la rigueur, les enjeux axiologiques, pragmatiques, téléologiques et politico-éthiques. Pourquoi? Avec la justification du bien fondé des jugements de valeur explicites et implicites, une entreprise, hein, le jugement implicite, une entreprise, c'est fait pour gagner de l'argent. Donc voilà le jugement implicite. Ou, toujours dans les mythes, le NPM, 1980, on continue à l'appeler nouveau Bonjour l'angoisse. Donc vous voyez le soupçon. Compte tenu des critères fiabilité, validité du construit, donc la qualité du périmètre étudié, ou par exemple l'Afrique n'est pas un périmètre. Validité interne des concepts mobilisés, donc attention aux mots valises, aux buzzwords, et validité externe, la contextualisation. Donc, tout lourdement se poser ces questions. Le débat finalement secondaire entre positivisme et constructivisme. Alors, je suis pas le seul. On fait partie d'une minorité qui a tué l'interprétativisme parce qu'il y a de l'interprétation dans l'une ou l'autre des deux postures. C'était un jury d'HDR d'un collègue qui n'avait pas besoin de la passer puisqu'il avait réussi la grecque, mais il passait quand même son HDR. Donc, une des autrices largement citées, elle a fait la gueule puisque, comment il a expliqué, euh, d'un point de vue épistémologique, que l'interprétativisme, ça n'existait pas. Je peux prendre comme mauvaise métaphore, c'est comme Macron, ni de gauche ni de droite. Hein. Alors vous faites positivisme de droite, constructivisme de gauche, et puis interprétativisme au milieu. Donc il y a pas de, il y a de l'interprétation dans l'une
ou l'autre des postures. Ce qui conduit à effectuer un choix raisonnable. Alors, c'est là qu'on a le positivisme radical, le positivisme modéré, l'interprétitivisme modéré de type positiviste. OK, hein, donc aucun problème, hein, à condition que le choix soit raisonnable, justifié. Et je rappelle le surréalisme de l'hypothético-déductif. Hein, donc, je ne vais pas faire une conférence sur l'hypothético-déductif, mais c'est surréaliste. Parce que ça a été construit dans un autre registre. Et ce n'est pas parce qu'il y a eu plein de publications que ça tient le coup. Surtout quand les hypothèses sont tellement générales. La confiance a un impact positif sur la performance. Bon, bonjour, allez dire l'inverse. L'importance de l'écriture. Une thèse est un document écrit qui relève de la langue du champ, ce qu'on appelle un technolecte. Hein. Attention, et en particulier les commenter si nécessaire aux expressions de l'entité dans laquelle vous vous trouvez, hein, l'ADN de la boîte. Pourquoi, quand vous avez fait une observation, vous avez entendu parler de l'ADN de la boîte? Ça veut dire quoi? C'est extrêmement intéressant. Technolect, hein, donc l'ADN de la boîte, vaut mieux pas comment en faire un paragraphe. Par contre, c'est une expression qui est particulièrement intéressante parce que votre interlocuteur, il voulait dire quoi quand il a parlé d'ADN de la boîte? Éléments complémentaires de méthodologie, la question de l'unité d'analyse, l'individu, l'organisation ou l'institution. La validité du périmètre. Ne pas confondre méthodologie et méthode. Hein, donc méthodologie inductive, déductif, abductif. Pourquoi? Méthode, quantique, Ali, et dans le quantique Ali, puis attention, parce que vous avez des corpus qui font à la fois théorie, méthodologie et méthode. Exemple, l'ANT, qui est une théorie de l'innovation, une méthodologie du réseau et une méthode de la dynamique du réseau. Donc, si vous prenez l'ANT, vous pouvez la prendre sous le registre de théorie de l'innovation si vous faites une recherche sur l'innovation. Méthodologie du réseau, si en partie vous intéressez au réseau, même si ce n'est pas de l'innovation. Et enfin, dynamique de réseau, où hein, vous avez les 10 étapes de la dynamique de réseau dans l'ANT. Compliqué, hein. Et l'étude de cas aussi. Hein. L'étude de cas, c'est une méthodo, une méthode. Donc, la grande théorie, hein, en plus, ils nous le disent. C'est une théorie, une méthodologie, une méthode. Vous prenez quoi là-dedans? Pour quel registre et pourquoi? Les schèmes de raisonnement, le causal, hein, qui est déterministe, le fonctionnel, le bon fonctionnalisme, hein, la fonction marketing, schème structural, bah là, ça valide les travaux en équation structurelle, comme leur nom l'indique. Hein. Le schème herméneutique, on interprète. Le schème actentiel, bah, je viens de parler de la NT, on ne peut pas faire plus actentiel. Et le schème dialectique, qui est le socle essentiel de la pensée critique. Le travail sur les perceptions et les biais, que la posture soit positiviste ou constructiviste, on récupère des trucs, mais il y a toujours des biais. Et c'est ça qui est le plus intéressant. La défense perceptive. Monsieur Péqueux, êtes-vous intelligent? Il est peu probable que je dise que je sois stupide. L'existence de stéréotypes. Euh, Comment le contrôleur de gestion, le contrôle de gestion, le comptable, l'effet de halo à partir d'une seule impression. Hein, donc sur les prolégomènes d'une thèse au Sénégal, sur l'attention faite au développement durable. Bah, moi, les gens que j'ai rencontrés, ils m'ont tous dit que c'était d'abord la rentabilité, le développement durable, ça venait qu'après. Donc, on construit sur son impression. L'effet de projection, propension à voir ses traits chez les autres. Hein, et donc, hein, gestion hospitalière, contrôle de gestion à l'hôpital. Si vous êtes malade, vaut mieux être soigné par un médecin que par un tableau de bord, hein, pour le dire de cette manière-là. Et donc, la sophistication des tableaux de bord croissante comment, à l'hôpital, j'ai pas envie d'être soigné par un tableau de bord, ni derrière par le contrôleur de gestion. L'effet d'attente, hein, je m'attends à ce que on me dise qu'une entreprise c'est fait pour gagner de l'argent. Et donc, dans le déclaratif, vous avez des biais, le biais cognitif, le biais de conformité et le biais de situation.
Biais cognitifs, les interlocuteurs comprennent-ils les questions de la même manière que vous? En particulier, il y a la question de la langue. Le biais de conformité qui conduit à exprimer, répondre ce qui est conforme de façon consciente ou inconsciente. On va dire, oh, les administrations, c'est une grosse bureaucratie. Et le biais de situation qui est lié au lieu, au mode et à la durée de l'interaction, avec évidemment l'accent aujourd'hui sur comment Internet. Et on a balancé des machins sur Google machin, et plat, et plat. Sans entrer dans le débat positivisme-constructivisme, attitude positiviste, posture confirmatoire, enjeu de représentativité. Attitude constructiviste, posture exploratoire, enjeu de généricité. Donc, ça, comme on dit en prospective, les tendances lourdes. Les tendances lourdes. Évidemment, vous ne pouvez pas faire de la représentativité avec de la généricité, ni inversement. Donc, adieu les échantillons de convenance. Adieu les échantillons de convenance. Maintenant, ce n'est plus entendable, parce qu'il n'y a pas de représentativité. Troisième temps, beaucoup plus rapide, les défis contemporains auxquels notre recherche est confrontée, le pli majeur de ce qu'était la mondialisation. Donc, moi, je me suis exprimé en disant que c'était la priorité accordée à l'espace géographique des marchés sur l'espace géographique des nations. De la géopolitique des marchés, on passe à la géopolitique des nations. Et la remise en cause de la notion de business model et des footless activities. Alors là, c'est une pleine actualité, les footless activities. Trump veut que les usines soient aux États-Unis. Et puis, il n'y a pas que Trump. Réindustrialiser, rapatrier, avec tous les arguments, celui de la fiabilité. La remise en cause de l'institutionnalisation de l'organisation et du managérialisme, avec l'impact majeur sur la business school, le lieu de jeunesse du managérialisme. Les guerres, c'est pas très efficient, hein. Et pourtant, il y en a plein. Vous voyez la manière de le dire. Donc le managérialisme, on ne va pas faire la guerre de façon efficiente, si on peut le dire de cette manière-là. L'éclatement irresponsable des chaînes de valeur et donc la remise en cause de l'approche de porteur. Enjeu majeur aujourd'hui, la numérisation et ses conséquences organisationnelles et en matière de communication. Donc, si je prends évidemment tout le débat sur les fake news, le problème n'est pas que ce qui est communiqué soit vrai, le problème est qu'il soit cru. Et donc, cette question de la performativité majeure, ça veut dire que si vous me demandez une statistique sur le nombre d'articles à comité de lecture que j'ai publiés sur les 3 dernières années, cette demande d'indicateur a une performativité, c'est-à-dire que je vais découper ma pensée en tranches et après, pour avoir discuté avec Martha Feldman sur quand elle a beaucoup publié sur la notion de pratique, il y avait des choses que je ne comprenais pas, mais elle me dit, mais non, c'est parce que les articles sont parus avec la durée d'impression d'une revue à l'autre, que si on publie dans la même revue, on est considéré comme étant nul, donc il fallait publier dans plusieurs revues, mais qu'en fait, l'évolution de sa pensée, c'était un article qui était paru plus tard, aurait dû paraître plus tôt parce que c'était dans une autre. Voilà. Donc vous voyez, en matière de... Premier élément, numérisation. Deuxième élément, les enjeux du développement durable avec la question du réchauffement climatique et celle des inégalités sociales. Les inégalités sociales entrent en sciences de gestion, pour le dire de cette manière-là. Piste d'action pour une recherche responsable et engagée. La question de l'impact des deux enjeux majeurs contemporains, qui est le business in society. Avec la Covid, on a eu la claque. Le business est dans la société, et non pas business and society. La contestation du publisher perish qui valide un média dépassé, l'imprimerie. La véritable prise en compte des enjeux du développement durable au-delà de l'idéologie consumériste et des spécialisations factices et d'affichage. Donc les business schools adorent
comment, les spécialités de master. En fait, il n'y a pas de remise en cause d'idéologie consumériste. Hein. La sobriété, j'habite, étant dans la proche banlieue parisienne, j'habite à côté des malls, hein, des centres commerciaux. J'aime mieux vous dire que la sobriété de la consommation, il n'y est pas. Hein. Moins compris. Je ne peux pas vivre autrement que de façon non sobre. Faut- Les sciences de gestion comme sciences politiques et morales, hein, donc cette entrée dans politique et morale des sciences de gestion, les sciences de gestion comme sciences de l'action et leur articulation avec la perspective ingéniérique. Et je dirais évidemment, pour nous, c'est cruel parce que numérisation et développement durable, mieux vaut des ingénieurs que des managers face au réchauffement climatique pour avoir pris cette expression rapide. C'est ce que je voulais vous dire. Nous vous remercions infiniment, cher professeur, parce que pour cet enseignement enrichissant et assez stimulant qui va certainement susciter une série de questions et de préoccupations dont j'aimerais voilà, prendre la première question avec moi au niveau des aspects méthodologiques. Il y a souvent des jeunes chercheurs qui sont confrontés aux outils, aux matériaux de collecte de données. Ils aimeraient savoir est-ce que les postures épistémologiques euh, ont des couleurs c'est-à-dire lorsqu'on prend une posture épistémologique, est-ce qu'il faut obligatoirement se positionner, si c'est le positivisme, ça veut dire qu'on est dans le quantitatif, est-ce qu'il faut obligatoirement utiliser essentiellement ou uniquement un questionnaire. Et lorsqu'on est dans la posture constructiviste, est-ce qu'il faut obligatoirement utiliser un guide d'entretien? Autrement dit, la question est de savoir, est-ce que les postures épistémologiques ont des colorations des outils méthodologiques? C'est la Alors, première question. coloration, oui. Comment Unicité, non. C'est-à-dire, les approches positivistes, parce qu'elles sont plutôt confirmatoires, confrontées à un enjeu de représentativité, la représentativité se gère mieux avec du quanti, mais ça ne veut pas dire que c'est le quanti qui garantit, parce que bon, moi, en particulier, les échantillons d'opportunité, c'est du constructivisme radical. Hein. Donc vous dites, ah, positiviste, questionnaire, échantillon de... Ah, ça, c'est du constructivisme radical. Et le pire des constructivismes. Donc vous voyez la manière de le dire. Alors, même chose pour l'attitude constructiviste. Euh, En règle générale, les attitudes constructivistes sont plutôt d'ordre qualitatif, puisque l'enjeu est celui de la généricité. Mais la généricité n'exclut absolument pas le quanti, pour le dire de cette manière-là. Alors après, vous avez aujourd'hui, bon, faut pas se battre parce que en fait, même si vous affirmez méthode mixte, en fait, il y a toujours le primat accordé l'une à l'autre. Hein. C'est comme pour la RSE avec la triple bottom line, hein, dans les évaluations hétérogènes. Bah, dans les évaluations, comme elles sont hétérogènes, on privilégie toujours celle qui est bah, la finance, celle qui est dominante, hein, pour le dire de cette manière-là. Donc, vous avez des constantes, mais vous avez des socles, mais pas d'exclusivité. Merci, professeur. Je vais enchaîner avec une question aussi primordiale. Vous avez parlé notamment de la question de finalité de nos recherches, cette question téléologique. Et on constate aujourd'hui ce débat, ce grand débat entre notamment l'impact de nos travaux à travers le public empirique ou l'impact managérial. Alors, qu'est-ce qu'il faut privilégier pour nous, les jeunes chercheurs? Est-ce davantage chercher voilà, à être cité, courir vers des publications via la sophistication aujourd'hui des outils ou rechercher cet impact managérial, c'est-à-dire une recherche enracinée, une recherche actionnable qui peut faire bouger les lignes. Ma, alors, ma réponse serait de renvoyer les collègues qui s'engagent dans ces démarches vers dans quoi se sentent-ils heureux pour une des personnes qui est en ligne, puisque je l'ai vu tout à l'heure.
euh, comment la nécessité qu'il a mis dans sa tête pour lui de faire une thèse orthodoxe en contrôle de gestion. Hein. Si je dis orthodoxe, bah, le contrôle de gestion, c'est bien. Hein, et donc, on va à tout prix démontrer que c'est bien. Puis quand il n'y a pas de contrôle de gestion, bon, hein, l'hôpital sans tableau de bord, c'est nul. Eh ben non. Hein. Donc, vous voyez, c'est où vous sentez-vous à l'aise en tout état de cause. Vous vous engagez dans une carrière, les sciences de gestion dans 50 ans ne seront pas ce qu'elles sont. Si elles continuent comme elles sont, elles auront, entre guillemets, disparu. Il y a des disciplines qui ont disparu. Hein. Comment j'ai une collègue que je vois de temps en temps, et pourtant plus jeune que moi, elle est quand même pas en retraite. Quand elle était au lycée, les bons élèves, fallait qu'ils fassent du latin. Et donc, le dictionnaire de latin de référence et le Gaffio, elle me disait, tu te rends compte, hein, chez moi, il y avait le Gaffio sur la table de la cuisine. Discipline qui a pratiquement disparu. Pour prendre cet exemple, la théologie qui a fait le succès de la Sorbonne a disparu. La géographie, aux États-Unis, vous n'avez pas de faculté de géographie, une discipline qui a disparu. Donc, il ne faut pas penser que sous prétexte qu'une discipline est présente, et en particulier dans les effectifs, qu'elle n'est pas périssable. Et ce que je mets en évidence, c'est que la dimension périssable de ce que nous faisons est le fait que nous répétons trop de choses issues du passé, ce qui nous amène à oublier celles qui viennent de l'avenir. Il y avait eu à un moment donné, il y a quelques années, une contestation, comment c'était au Québec. Hein, et j'avais une collègue, prof de gestion, qui dit oh, sauf à l'école de gestion, il y avait des grèves partout. Et je lui dis eh ben, tu sais qu'à mon avis, les managers de demain ce seront ceux qui ont fait grève et non pas ceux qui n'auront pas fait grève à l'université de gestion. Parce qu'ils auront acquis une expérience que le formalisme des écoles de gestion et de leurs programmes ne leur a pas offert. Donc, ils se comporteront différemment. Et donc, elle avait été un peu choquée. Vous voyez, c'est la manière de répondre à la question. Sentez-vous à l'aise. Je ne vous accuse pas de ne pas vouloir faire une carrière, mais ce n'est pas en faisant du publisher perish, en multipliant les publications que vous ferez une carrière. Merci, professeur. Je vais terminer pour ce qui me concerne par une question en termes de conseil à l'endroit des jeunes chercheurs, des anciens chercheurs qui sont là aujourd'hui. De plus en plus, quel serait, selon vous, votre regard sur la rupture dans la recherche, comment le chercheur doit s'y prendre, notamment certains demandent aux chercheurs de prendre position en quelque sorte, de se mouiller, mais d'autres, voilà, on dit il faut quand même garder une certaine neutralité qui est revendiquée ici, voilà, au sens même de Bachelard. Quel conseil pouvez donner aux chercheurs? Parce qu'en même temps, le chercheur n'est pas coupé de l'environnement dans lequel il vit. Il est dans un environnement, il vit, et comment vous pourrez, voilà, dire un mot sur cette question. Ça pose la question de l'ontologie de la neutralité. Il y a une différence entre la neutralité scientifique et la neutralité politique. Je prends la vieille histoire, hein, lorsque comment nos amis, au moment de la Renaissance, nos deux amis ont démontré que la Terre tournait autour du Soleil. Leur neutralité était scientifique, c'est le moins qu'on puisse dire, mais politique, il y en a un qui a fini brûlé. Giordano Bruno, on l'a brûlé parce que, hein, et pourtant elle tourne, la Terre autour du Soleil. Hein. Donc, évidemment, en prenant cette métaphore extrêmement forte, je mets en évidence la différence entre une neutralité scientifique et une neutralité politique. Ça veut dire que nous ne pouvons échapper à la neutralité politique, par contre, la neutralité scientifique est majeure. Et dans cette neutralité scientifique, bon, je n'ai pas abordé cet élément-là qui est l'éthique de la recherche, mais nous sommes en train de tuer les sciences de gestion par l'anonymisation des sources. J'imagine un historien parlant un dirigeant d'un grand pays d'Europe de l'Ouest au début du 19e siècle et qui a mené un certain nombre de guerres. Tout ça pour ne pas parler de Napoléon. Ça veut dire que dans cette éthique de la recherche,
cette éthique de la recherche, telle qu'elle est en train de se mettre en œuvre avec le formalisme actuel, d'abord la business school se complaît dans les procédures. Oui, puisqu'elle est orientée vers le passé, on ne peut pas faire, alors les procédures, vous avez les droits d'opérer dans les différents pays, là c'est le FDG pour ce qui nous concerne en France, puis vous avez les qualipi, donc l'assurance qualité des formations, puis les accréditations en bas, le FMD. Et donc, je dirais, nous nous complaisons dans la business school se complète dans les procédures. Le tout avec un discours d'efficience, hein. Et les procédures, c'est la bureaucratie, pour le dire de cette manière-là. La multiplication des regards extérieurs, hein. Donc, finalement, une gouvernance bloquée parce que, bah, comme on passe son temps à vouloir rendre compte à différents regards qui sont portés, pas étonnant qu'on soit complètement immobilisé. Tout ça pour revenir à cette importance d'une recherche alors, enracinée dans la société. Et les implications managériales, je dis, pourquoi les implications managériales? Pourquoi pas les implications sur la santé mentale des travailleurs quand on les licencie? Ouais, merci, professeur. On va passer maintenant au public. Certainement, il y a des collègues, des docteurs, des enseignants, chercheurs et doctorants qui aimeraient euh, poser la question. Est-ce qu'il y a des personnes dans le public qui aimeraient poser une question, une préoccupation, une suggestion, un commentaire? L'occasion est donnée à l'assistante. Oui, Monsieur Roger, vous vous présentez et vous avez la parole. Oui, bonjour Augustin, Bonjour, Jean Roger. bonjour au professeur également. Bon, je ne pourrais pas commencer, je vais prendre peut-être 10 secondes pour rapidement euh, dire que je suis vraiment émerveillé par cette occasion que tu as su matérialiser. Je me rappelle toujours de ton parcours ici au Cameroun en tant que jeune chercheur. J'ai vu tes premiers pas et je suis assez satisfait de ce que tu es devenu. Merci. Bon, merci également au professeur. Moi, je dis merci au professeur également. En 2015, on s'est rencontrés à la SAM, à la conférence africaine, et notamment, je lui donne un concept, le dilemme éthique. Le dilemme éthique en audit, on a beaucoup échangé là-dessus et ça m'a aidé dans mes travaux. Donc, merci encore, professeur, pour votre engagement et votre soutien aux jeunes chercheurs que nous sommes. Donc, je suis Mbega Ngema Jean Roger. Actuellement, je suis à l'Université de Bolova comme enseignant. Ma préoccupation, pour ne pas monopoliser la parole, porte sur bon, peut-être je vais faire une petite digression sur le professeur a écrit dans le livre, a fait une contribution, notamment un chapitre 4, dans le livre Théorie des organisations africaines publié en 2018. L'intitulé, c'était de l'épistémologie des organisations aux théories des organisations pour une théorie africaine des organisations. Bon, ma question étant entendue, comme il le disait dans son intervention de tout à l'heure, qui était très riche, d'avoir une contribution enracinée. Le chercheur de plus en plus doit trouver un enracinement. Ma question est celle de savoir comment est-ce que, justement, pour contribuer à cette théorie des organisations, théorie africaine des organisations, comment est-ce que le chercheur doit, en Afrique notamment, doit-il s'y prendre pour effectivement théoriser et éventuellement, pourquoi pas, contribuer à une épistémologie au sens plus global des organisations? Je vous remercie. Je vais répondre de façon lapidaire, parce que ça nécessite une conférence. Euh, la difficulté, c'est la ligne de partage entre le contexte et les spécificités. Ça veut dire en d'autres termes, si vous parlez
d'Afrique au sens des spécificités, c'est une voie sans issue. Si vous en parlez au sens du contexte, alors là, c'est un terreau extrêmement fertile. D'où, évidemment, la difficulté de naviguer entre les deux pour voir, pour connaître personnellement des collègues camerounais. Ben, vous avez d'une part Emmanuel, bon, qui est à mon âge, Emmanuel Camdem, puis vous avez la nouvelle génération, Jean Biolay et Gabriel Etogo, dont le travail, l'essentiel de leur travail est de naviguer entre contexte et spécificité. D'ailleurs, c'était bien Jean qui était un des co-organisateurs du livre Théorie des organisations africaines. Alors pour la petite histoire, il a vu tellement de mal à publier que c'est moi qui ai servi d'entremetteur pour que ça puisse être publié. Enfin, bon, je passe les éléments de facilitateur. Ça veut dire une communauté n'est communauté qu'autant que nous partageons, y compris des choses difficiles, comme là en particulier la publication de ce livre. Je m'en souviendrai puisque je suis intervenu de façon extrêmement précise pour que ça puisse être publié. Merci, professeur. Issam aurait à lever la main. Bonjour, professeur. Augustin, on t'entend pas. Ton micro est fermé. Oui, Sam, vous vous présentez et vous posez la question. Merci. Bien sûr. Bonjour et merci pour cette session. Bonjour, professeur Pecqueux. C'est toujours un plaisir de vous voir et de vous entendre. Euh, une question qui me hante, on va dire ça comme ça, depuis un certain temps, c'est sur cette partie de terrain. Comment on peut définir, on va dire, la bonne unité de mesure pour être dans un contexte relativement riche et acceptant une certaine généralisation. Parce que si on parle de... Je travaille sur tout ce qui est... mon sujet de recherche est sur les réseaux d'entrepreneuriat et leur interaction avec les systèmes éducatifs. Et il y a toujours une limite entre une université et son réseau, une région, un pays, un continent, et à chaque fois qu'on monte d'échelle, il y a des différences qui peuvent être majeures. Et du coup, j'ai toujours cette question qui me hante, comment bien caler, on va dire, son unité de lecture pour être sur quelque chose d'assez généralisable sans rentrer dans des volumes qui ne le peuvent ne plus l'être au niveau d'un continent ou au niveau d'un pays. Et encore merci. Alors ça, c'est la question du périmètre, hein. En tant que chercheur, on a envie de tout savoir sur tout, ce qui n'est pas possible, hein. Là, en l'occurrence, très souvent sur ce que j'appelle les intentions de thèse, je dis à la personne avec qui j'interagis, avec qui je dialogue, je dis, on a tous envie d'améliorer le monde. Mais avant de l'améliorer, faut créer du savoir. Et pour créer du savoir, faut le créer sur un périmètre saisissable. Donc, je vais vous renvoyer comme réponse. Le problème est celui d'être face à un périmètre saisissable. Donc, très rapidement dit, réseau d'entrepreneurs et système éducatif, vous n'y arriverez pas. Par contre, dans une région donnée, vous avez un réseau d'entrepreneurs, un club d'entrepreneurs, si je le dis de cette manière-là, et une pépinière universitaire, et un VP, un vice-président de l'université entrepreneuriat. Vous allez les observer. Ce que vous observerez va conduire à des résultats, hein. Et ben, évidemment, ces résultats ont la contingence de ce que vous avez vu. Et donc, dans ces résultats, vous aurez des choses très contextuelles, puis vous aurez des choses, je pense, le VP entrepreneuriat n'en a rien à faire de la pépinière de l'université, mais le président de la chambre de commerce, donc là, vous avez des résultats contextuels, puis vous avez des éléments de résultats plus généralisables. Donc, la question que vous me posez, c'est dans le périmètre l'enjeu de généricité. Oui, tout à fait. Donc la recommandation, c'est, hélas, on a envie de tout faire, mais on n'y arrive pas. On n'y arrivera jamais.
Merci infiniment. Merci d'être avec eux. Ouais, nous prenons encore une autre question pour cette première phase de questions-réponses. Est-ce qu'il y a une autre question? Est-ce qu'il y a une dame qui voulait parler quand même? On rappelle ainsi que c'est le professeur Ivan Pesque qui est une figure emblématique de notre champ disciplinaire, qui a travaillé notamment sur ces questions, dont il revendique aujourd'hui une épistémologie à part entière aux sciences de gestion à la fois critique et engagée. Donc nous allons prendre Jean-Noël. Oui, vous avez la parole. Oui, Jean-Noël, vous avez la parole. C'est un plaisir pour moi de participer à ce webinaire. J'ai suivi avec intérêt toute la présentation du professeur Peke, qui, comme toujours, est très éloquent et très, on va dire quoi, très enseignant dans ses propos. Euh, je suis par ailleurs, bon, j'ai été encadré par lui, hein. J'ai eu la chance d'être encadré par lui lors de mon master de recherche qui a porté sur le contrôle de gestion. Bon, actuellement, je suis en phase d'une thèse en contrôle de gestion par ailleurs à l'université Thomas Sankara du Burkina Faso. Euh, Moi, j'ai une petite préoccupation d'autre, on va dire méthodologique. Je voudrais plus d'éclaircissement, professeur, par rapport à quelqu'un qui mène une étude d'ordre mixte, c'est-à-dire Kali-Kanti. Il y a un petit souci qui se présente, si j'aimerais plus d'éclaircissement, c'est de savoir la présentation des résultats et la partie aussi méthodologique. Lorsqu'on adopte, par exemple, la méthode mixte, est-ce que, ma préoccupation est de savoir, est-ce que, par exemple, si j'ai on va dire un design séquentiel qui passe d'abord par le quanti, ensuite le quali pour en comprendre en profondeur, et la partie méthodologique, est-ce que je présente d'abord les deux méthodologies? Bon, je suppose qu'on a un seul positionnement épistémologique, par exemple, peut-être le positivisme ou le constructivisme aménagé. Maintenant, la partie méthodologie, est-ce que je présente les deux méthodes, c'est-à-dire la méthode Kanti, ensuite la méthode Kali, et dans les choses, on va dire quoi, dans l'entrée du terrain. Je présente les méthodes de collecte, oui, de collecte des données, de traitement des données, de chaque méthode. Et ensuite, par rapport aux résultats, je viens présenter par exemple les premiers résultats de l'étude Canti. Et une fois fini de faire l'interprétation et autres, et je fais un pont vers les résultats de l'étude qualitative, ou est-ce qu'il y a la possibilité de faire, par exemple, présenter la méthode, la méthode Canti, présenter ses résultats, ensuite basculer en présentant la méthode qualitative, présenter ses résultats. C'est un peu ce problème-là que j'aimerais savoir comment ça marche. Eh bien, vous nous avez mal posé la question. Le OK. problème est de savoir si votre raisonnement est inductif, déductif ou abductif. OK. Alors, je vais prendre raisonnement inductif. Donc, vous avez des données interprétées sur la base du quanti et sur la base du quali. Bien entendu, les deux doivent se compléter, peu importe l'ordre dans lequel on les fait. Alors, en règle générale, vous respectez l'ordre je dirais, du programme de recherche qui a été le vôtre. Vous avez commencé par faire du quanti, puis ensuite vous avez fait du quali, ou inversement. Donc, le problème n'est pas quali-quanti, présentation du résultat. Le problème est quel est le raisonnement qui était le vôtre. Et il n'y en a que trois, hein, inductif, déductif, abductif, sachant que le raisonnement que vous utilisez dépend de la question de recherche qui est la vôtre. En règle générale, vous avez un lien entre inductif et exploratoire, hein. Vous avez un lien entre déductif et confirmatoire. Mais hein, vous avez un lien. Mais pour abductif, vous pouvez avoir aussi bien de la généricité que du confirmatoire, hein. Cet aller-retour théorie-terrain, pour le dire de cette manière-là. Et dans l'aller-retour théorie-terrain, dans l'abductif, bah, dans l'aller-retour, vous avez un moment de quanti, un moment de quali qui marque les étapes de votre aller-retour. D'accord. Voilà. Pour
Pour, pour terminer de façon générique par rapport au projet d'Augustin, je dirais, s'il m'a invité, c'est parce que si j'ai écrit un livre d'épistémologie des sciences de gestion, il est très clair à ce sujet, c'est de dire les sciences de gestion ont une épistémologie. On ne l'a pas piqué, hein, on n'a pas de complexe à avoir par rapport à l'économie, la sociologie ou Dieu sait quoi, ne serait-ce que parce que, en particulier, si on regarde nos collègues économistes, vous avez autant de débats épistémologiques, les champs disciplinaires ne sont pas plus constitués que le nôtre. Donc, ce n'est pas parce que nous avons des débats épistémologiques à l'intérieur de notre champ qu'en empruntant dans un champ voisin, en faisant la supposition que le débat n'existe pas, que cette manière d'occulter le débat qui n'existerait pas dans une autre discipline nous dispense du débat dans la nôtre. Merci, professeur, pour cet éclaircissement. Nous prenons un autre jeune collègue, Romaric Abonan, qui s'impatiente depuis. Il a certainement une question. Romaric? Merci, Augustin, pour la parole. Je commencerai par remercier le fait d'animer ce webinaire. Ma question, elle est toute simple, professeur. Dès l'entame de votre exposé, vous avez euh, euh, vous avez dit que on avait l'obsolescence de la méthode SWOT qui est très connue en sciences de gestion. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas eu à l'idée pourquoi ce serait obsolescent, puisque c'est toujours d'actualité, même auprès des professionnels. Je Voilà. vous remercie. Je dirais ça mérite une petite conférence sur le SWOT. Pour la petite histoire, l'HCERS, il y a quelque temps, donc maintenant a modifié, mais pas à cause de moi, hein, demandait un SWOT et dans le labo dans lequel j'étais, j'ai dit qu'il faudrait me marcher sur le corps pour que je fasse un SWOT. Par contre, je voulais bien expliquer pourquoi c'était idiot. Alors, d'un point de vue conceptuel, c'est un pilotage au rétroviseur, hein, force, faiblesse, opportunité, menace. On est en pleine dépendance de sentier. Hein, comment voulez-vous que je dise que je suis un imbécile et que j'ai écrit n'importe quoi en épistémologie? Peut-être que j'ai écrit n'importe quoi en épistémologie. Donc, force, mon travail d'épistémologie. Faiblesse, souvent on me l'a dit, le terrain. Et j'ai dit, ben, moi, je fais partie des gens qui pensent qu'il n'y a pas de différence entre l'épistémologie et le terrain. Je suis toujours sur le terrain, pour le dire de cette manière-là. Donc, ça, vous voyez, première manière de répondre, les fondements conceptuels de la méthode. Deuxième élément, c'est une méthode extrêmement dangereuse parce qu'elle est aisément communicable. Ça veut dire que vous allez avoir des gens qui vont dire le SWOT et qui vont dire oh, l'approche cartésienne, c'est terminé, maintenant c'est systémique. Donc, vous voyez, des présupposés de raisonnement qui sont des raisonnements en dépendance de sentier. Et deuxième élément, un danger qui est son extraordinaire performativité en matière de communication. Donc c'est aveugle, double aveuglement, un aveuglement conceptuel et un aveuglement en termes de communication. C'est comme ça que je réponds à la question. Bien entendu, j'ai structuré mes arguments en disant que quand c'est dangereux comme ça, vaut mieux en parler comme une relique historique. Merci, professeur, pour vos réponses. Est-ce qu'il y a une autre question dans l'assistance? Jean-Noël, j'ai vu une main levée. Est-ce que vous voulez prendre encore la parole pour une seconde Non, fois? non, j'ai juste baissé la main, c'est Ah, que ça. d'accord. Alors, Professeur, on va donc passer à la dernière phase de ce webinaire en prenant encore deux autres questions du modérateur. Et si possible, on donnera aussi encore pour une seconde fois l'opportunité au public de poser également des questions. On constate aujourd'hui, professeur, dans le contexte dans lequel nous vivons,
que la langue que nous utilisons, notre langue commune, qui est le français, aujourd'hui a du mal, les travaux de recherche publiés en langue française ont du mal à être diffusés. On a des chercheurs aujourd'hui qui sont parfois obligés à utiliser cette langue qui est aujourd'hui dominante, l'anglais, pour publier. Est-ce que cela ne lèse pas notre richesse commune et est-ce qu'il ne faudrait pas davantage prendre des initiatives pour valoriser la recherche francophone et ne pas céder à cet ordre aujourd'hui de publier en anglais obligatoirement? Alors, deux niveaux de réponse. Le premier niveau de réponse, le problème de la langue ne se pose plus, les traductions automatiques sont performantes et le seront de façon croissante. Donc, vous pouvez faire un texte en français, vous le passez dans un traducteur automatique, vous avez un très bon anglais. Et ça va aller croissant. Mieux, je peux faire une conférence en parlant en français et vous allez l'entendre en anglais. Je peux faire l'exposé que je viens de faire en français, puis vous aurez en dessous la traduction, alors, en plus dans la langue que vous voulez, plus ou moins, hein, dans une grande majorité de langues, hein, y compris, c'était sur un atelier doctoral au Sénégal, c'était le chatbot d'Orange, enfin de la Sonatel, qui était en français, et donc il était en train de se poser la question, c'est dommage que ce soit pas en Wolof, et je lui dis, oh, bah, tu sais, dans 3 mois, ce sera en Wolof. Effectivement, 3 mois plus tard, c'était en Wolof. Donc, cette question cette question de la langue comme vecteur de communication ne se pose plus. Par contre, c'est la question de la valorisation des travaux. Et articulée avec la question de la langue, vous avez la question du référencement des publications. Et alors en particulier sur les travaux des collègues africains que je peux suivre ou que je suis amené à évaluer, vous avez toujours, je fais ça parce qu'il y en a peu qui ont été faits sur le Congo. C'est pas vrai, c'est qu'ils n'ont pas été référencés. Ça veut dire en d'autres termes, la responsabilité de la diffusion de l'information scientifique et technique nous revient. C'est à nous d'avoir, nous avons résolu relativement la thèse avec thèse.fr. Ça veut dire on ne peut pas soutenir de thèse si elle n'est pas mise en ligne, sauf exception qui est un embargo, mais l'embargo n'a qu'une durée déterminée. Donc, c'est plutôt cette question de l'organisation de la diffusion de la pensée scientifique et technique qui pose question, plus que celle de la langue. Et donc, effectivement, ça c'est le premier élément. Et le deuxième élément, toujours dans cette diffusion d'une pensée francophone, c'est les grands index. Les grands index sont des index qui ont été initiés aux États-Unis. Et si vous voulez, il n'y a pas plus de, ou moins, il y a pas moins de Français que de Chinois. Ils ne sont pas mieux lotis que nous, Japonais. Donc, le débat a plutôt lieu sur les vecteurs, donc d'où l'importance de HAL, donc pour nous SHS, mais il y a l'autre partie de HAL pour sciences dites exactes du CNRS, c'est euh, qu'est-ce qu'on met en ligne? Est-ce qu'une université met systématiquement en ligne tous les mémoires, même les nuls, ce qui est plutôt ce qui est plutôt cohérent, hein. Donc, on a envie, c'est qu'est-ce qu'on met en ligne, comment on le met en ligne, sous quel vecteur et quelle est l'audience de ces vecteurs. Avec les algorithmes d'intelligence artificielle, ils ne pompent que ce qui est mis en ligne. Ça veut dire, pour avoir testé rapidement et donc faire une conjecture, je ne suis pas linguiste, là où vous avez une traduction ChatGPT grand public en Wolof, vous ne l'avez pas en baoulé. Vraisemblablement, c'est parce qu'il n'y a pas eu assez de textes, dictionnaires, etc. en baoulé pour que le chat GPT était capable de générer du texte en baoulé, alors qu'il est capable de le faire en Wolof ou il est capable de le faire en Bambara, même avec une qualité suffisante. Alors, je ne suis pas en mesure d'avoir mesuré la qualité. J'ai demandé à des collègues, alors qu'est-ce que tu penses? Mais il me dit, mais tu sais que c'est pas mal. Vous voyez comment je réponds? Ouais, C'est moins la question de la langue que celle des lieux de référencement. ouais, tout à fait. Une autre préoccupation concernerait également, professeur, selon vous, quel conseil pourrait donner aux jeunes chercheurs aujourd'hui qui souhaitent faire une recherche
vraiment engagé, responsable, à un impact sociétal. S'il y avait un mot, deux petits mots que vous pouvez donner à l'assistance aujourd'hui présente. Alors, le fait générateur, c'est la pertinence. Donc, je vais répondre par un exemple. Donc, il y a eu un certain nombre de manifestations avec Gen Z. Les journalistes ont dit Gen Z, c'est une connerie monumentale. Quand vous avez 70% de la population qui a moins de 30 ans, il peut y avoir que de la Gen Z. C'est l'autre qui n'existe pas, plus exactement. C'est l'autre qui est devenu minoritaire. Et donc, vous voyez que dans cette question de la pertinence, si on se met à tous causer de la Gen Z, en particulier dans de nombreux pays africains, structure démographique où c'est 70% de la population qui a moins de 30 ans, c'est d'une idiotie monumentale. Puisque si c'est 70% de la population, c'est pas étonnant qu'il y ait une Gen Z, hein. La question n'est pas la Gen Z, c'est celle des autres. Vous voyez la manière de le dire? C'est donc la pertinence, alors, puisqu'on critique beaucoup Descartes, dans le discours de la méthode, sa première phrase, il dit, c'est très ironique, hein, le bon sens est la chose du monde à moins bien partagée. Ben, c'est ce que je viens de vous faire. La pertinence, c'est le bon sens. Et c'est la moins bien partagée, puisque tout le monde y va de sa Gen Z, ce qui évidemment, dans des pays à 70% de la population de moins de 30 ans, il n'y a que de la Gen Z. Ah, si je le dis rapidement. Hein, c'est la pertinence. Hein, donc, et effet de société. Alors, c'est moins Dakar, mais pour moi, c'est évidemment, comme je le vois de l'extérieur, c'est à Saint-Louis, ben, c'est une ville où il n'y a pas d'adultes. Vous voyez, les choses les plus élémentaires, hein, ne nous viennent pas à l'esprit. C'est une ville où il n'y a pas d'adultes, parce qu'elle est normale. Alors, c'est quoi une société dans laquelle il n'y a pas d'adultes? C'est quoi de la main-d'œuvre dans une société dans laquelle il n'y a pas d'adultes? C'est quoi une RH dans une société dans laquelle il n'y a pas d'adultes? C'est quoi un entrepreneuriat dans une société où euh, 60% de l'activité enfin, 60% du PNB et 90% de l'activité relèvent de ce magma qu'on appelle l'informel. Donc la pertinence, c'est qu'est-ce que l'informel? Donc en particulier, comment l'ancien directeur de l'ADE-PME a mis une brève dans le Monde d'Afrique où il parle de l'invisibilité du capital. J'étais sur un débat, donc il y avait un expert comptable ivoirien. Euh, donc, je lui parlais justement à partir de ça, de l'invisibilité. Il me dit, oh, mais enfin, les maquis, j'ai dit, 1000 maquis, c'est plus que le chiffre d'affaires du groupe Accor à Abidjan. Il m'a dit, ah, mais je ne l'avais pas vu comme ça. Ben, j'ai dit, donc, à ce moment-là, on questionne les normes. Puisque, évidemment, un maquis, ben, vous allez avoir les 7 critères disant que c'est nul. Pas de capital, pas, mais si vous en avez 1000, ben, c'est l'équivalent du groupe Accor, du chiffre d'affaires du groupe Accor, enfin, je dis 1000, ça peut être 3000, mais peu importe. En tout cas, je tiendrai relativement la conjecture que le chiffre d'affaires cumulé des maquis de la ville d'Abidjan est supérieur au chiffre d'affaires des entités du groupe Accor présentes dans la même ville. Merci pour vos réponses, professeur. On va prendre dans l'assistance Olivier Imboyo, qui nous vient de RDC, qui a une préoccupation. Olivier, vous avez la parole. Merci beaucoup, professeur Yvon. Merci beaucoup, professeur Junior Augustin, surtout pour les thèmes que vous avez abordés aujourd'hui dans ces webinaires, le défi épistémologique contemporain en sciences de gestion à l'ensemble des mutations. Cela a été un grand intérêt pour moi de vous suivre et que j'aurais souhaité qu'il y ait encore de prochaines séances pour que nous puissions nous armer facilement. À cela ne tienne, monsieur le professeur, je voulais voir, dans le cadre de mes recherches, voir comment la qualité de l'enseignement peut avoir de l'impact sur la performance des entreprises. Et là, je suis en train de voir plus l'approche par compétence. J'ai comme impression que désormais, surtout dans les contextes africains ou nos pays, on aimerait bien voir qui sait faire quoi en lieu et place de voir qui a fait quoi.
Pourquoi? Parce qu'il y a dans certaines universités, on peut inviter un entrepreneur qui a déjà réussi, qui n'a pas nécessairement fait les études dans ce domaine, mais qui a réussi, alors que les contraires chez nous, on se base plus qui a tel diplôme sur tel domaine. Je ne sais pas ces contextes-là, comment contextualiser et surtout ma préoccupation, comment s'y prendre face à ces sujets, notamment sur la méthodologie et l'épistémologie. Alors, Donc, compliqué. voir la qualité de l'information des entreprises. Merci, Alors, professeur. premier élément immédiat, et je l'ai tout de suite expliqué, moi quand j'entends performance, je sors de ma boîte. C'est un mot valise, donc surtout répondez pas, c'est Oui. plutôt le premier élément. Qu'est-ce que vous mettez dans la performance? Donc ça, je sens bien ce que vous, c'est sans doute plutôt compétence. Et donc, que masque, pourquoi utiliser performance et qu'est-ce que ça masque? Maintenant, la qualité de l'enseignement, c'est alors, compliqué, parce que l'enseignement est un système. Ça, c'est le premier élément. Oui. Et le deuxième élément, c'est que les entreprises, n'embauchent pas que, ou ne font pas du développement professionnel que de cadres dirigeants. Donc, la qualité de l'enseignement, euh, nous l'avons entre guillemets résolue, mais elle se repose à nouveau aujourd'hui dans nos pays. Nous l'avons résolue avec la massification de l'enseignement primaire, secondaire et supérieur. Vous êtes dans un contexte dont j'ignore les éléments, j'en ai vu d'autres, mais la RDC est un pays monumental, donc la taille, la taille change la nature des problèmes. Ça veut dire pour avoir discuté avec un de mes collègues maliens qui m'avait fait un mauvais truc de démographie, en disant oui, bah aujourd'hui, hein, on parle beaucoup du dividende démographique dans vos pays, mais quand on voit le fonctionnement des grandes métropoles, hein, je disais, j'avais regardé les chiffres, Bamako en 2000, c'est 850 000 habitants, aujourd'hui c'est 3 millions. Quand on passe de 850 000 à 3 millions, les problèmes ne se posent plus du tout de la même manière. Donc, qualité d'enseignement, premier élément, la massification. Et de quelle catégorie d'enseignement voulez-vous parler? Comment ça se mesure? Donc nous avons dans nos pays, au niveau de l'OCDE, mis en place des tests qui sont très cruels pour les Français et les Allemands, puisque nous sommes au milieu du classement. C'est à l'issue de la classe primaire et à l'issue de la moitié de l'enseignement secondaire, quels sont, puisque les tests sont, je dirais, transférables d'un pays à l'autre, quels sont les acquis? Donc, pour la qualité de l'enseignement, nous disposons, c'est les tests PISO, ou PISA, je ne me souviens plus l'acronyme, nous disposons d'un référentiel. Donc, performance, vous mettez quoi dans la valise? Et qualité, quel est le référentiel? Tant que vous n'avez pas résolu cette question du référentiel et celui du contenu que vous voulez donner à performance, vous ne pouvez pas vous déterrer des difficultés conceptuelles qui sont les vôtres. Merci, professeur. Merci. On va prendre une autre question dans le public. S'il y en a encore une main levée, c'est le moment de poser toutes vos préoccupations, hein. Je rappelle qu'il n'y a pas de mauvaises questions, de bonnes questions, donc n'hésitez pas. Donc, à prendre la parole, l'opportunité nous est donnée d'avoir aujourd'hui le professeur Ivan Pesque. Bon, saisissons l'occasion pour exprimer nos nombreuses préoccupations, chères doctorantes, étudiantes et étudiants, notamment aux chers collègues. S'il n'y a pas de questions dans le public, professeur, j'aimerais, avant de clôturer ce webinaire, comment vous voyez l'avenir de la recherche en management? Comment vous voyez l'avenir aujourd'hui? Alors, vous voyez, j'ai des doutes. Mes doutes sont liés à la nature des enseignements, trop conservateurs, trop construits sur le passé, trop construits sur une idéologie du business and society. Ça veut dire que Exactement. la business school est dans le business and society et non pas dans le business in society. C'est de là que vient mon doute.
Alors, on pourrait dire, si je fais une conjecture, on peut dire que les 30 dernières années se sont caractérisées par une suprématie relative de l'enseignement de gestion sur l'enseignement ingéniérique, pour prendre les sciences de l'action. Il est probable qu'on assiste à ce basculement, et bien sûr que ce basculement va être douloureux. Ça veut dire en d'autres termes, là où il y a une génération, les écoles d'ingénieurs ont mis des enseignements de gestion, puis ça a bricolé, puis elles se sont structurées. Il est vraisemblable qu'on assiste tendanciellement à l'inverse, c'est-à-dire des écoles d'ingénieurs. On va d'abord mettre des S d'enseignement ingéniérique au point qu'elles finissent par devenir ingénieriques. Dans beaucoup de pays, l'avenir d'un ingénieur, c'était devenir un manager. Donc, en définitive, les entreprises se sont construites, et les organisations plus généralement, se sont construites sur des managers que je vais qualifier d'autodidactes. Modulo les éléments d'enseignement que nous avons créés, hein, donc nous en Europe, formation tout au long de la vie, lifelong learning, hein, avec les catégories qui permettent de générer du lifelong learning, c'est-à-dire la valorisation des acquis de l'expérience. Ça veut dire en d'autres termes, j'avais mon bac, j'ai été 10 ans, j'ai rempli la fonction d'un contrôleur de gestion. Je veux rentrer en master de contrôle de gestion. Comme j'ai un bac, normalement, je n'ai pas le droit. Mais à l'issue de la valorisation des acquis de l'expérience, on va me dire, ah ben écoute, tu n'as pas besoin de faire de cours de comptabilité analytique. Par contre, donc, c'est comme ça que je réponds à cette question. L'avenir de la business school va passer par un douloureux, un douloureux regard sur elle-même. Hein, donc j'ai fait le coup du SWOT, hein, mais donc une dépendance de sentier monumentale. Donc pas d'examen sérieux de la différence entre CBK et SBK pour répondre en partie à la question précédente. La massification de l'enseignement fait que dans les pays européens, 80% d'une classe d'âge réussit le baccalauréat, ce qui veut dire, entre guillemets, que le baccalauréat, entre guillemets, hein, en termes d'acquis, ne vaut rien. Donc, qu'est-ce que, pour une business school au conseil scientifique duquel j'étais, qui recrute après bac, structuration des enseignements, ben, la première année, structuration des enseignements, donc je vais le dire de façon caricaturale, on apprend à lire, écrire et compter. Enfin, ben, la compta et tout ça, ben, marketing, tout le monde s'en fout. Donc vous voyez comment je mets en évidence valorisation des acquis de l'expérience, massification de l'enseignement sur... euh, alors comment je l'ai dit d'une autre manière dans le débat, je dis, oh bah, la business school c'est un aimable bavardage. Je l'ai écrit dans mon livre Réfléchir, hein. Un aimable bavardage. Hein. Et d'ailleurs, au nom de grandeur et décadence de la planification stratégique de Mintzberg, hop, plus de quanti, hein, plus de cours de recherche opérationnelle. Ah ben non, hein, c'est... Et donc, la baisse du contenu, aussi bien formalisé, hein, les statistiques, on n'en fait plus que d'une catégorie, formalisé que non formalisé, c'est-à-dire la question des humanités, hein, la place des humanités dans le CBK et dans le SBK, fait que cette business school s'est coupée de la société. C'est comme, c'est le regard que je porte dans l'état actuel des choses. Si elle fonctionne comme elle continue à fonctionner, elle est condamnée. Elle ne trouvera plus son public. Une autre ambiguïté, hein, de la business school, c'est ce qu'on appelle l'adéquationnisme. Aucune formation d'enseignement supérieur ne peut avoir pour vocation de fournir des personnes employables. Mais évidemment, son problème, c'est pas de fournir des personnes inemployables. Pour circuler dans un certain nombre de pays sahéliens, c'était le DG Sub, le directeur général des enseignements supérieurs du Bénin, qui me contacte, donc on discute. Et sur l'enseignement de gestion, je lui dis, eh bien, écoutez, moi ce que je vous conseille, c'est de fermer 90% des cursus d'enseignement de diplôme de comptabilité des entités privées au Bénin. Il me dit, vous avez raison, mais je ne peux pas le faire. Là, vous voyez, adéquationnisme, certes, ils ont appris à faire de la compta, mais c'est totalement inemployable.
L'essentiel des cohortes est inemployable parce qu'il n'y a pas. Ça correspond à aucune dynamique socio-économique des pays correspondants. Merci. Et enfin, Vous voyez professeur, comment j'essaye de répondre? ouais, très complexe. Vous le faites bien de le dire, on constate l'incertitude, la complexité. Et pour finir, quel message souhaiterez donc vous adresser à la communauté internationale réunie aujourd'hui en ce webinaire pour, Alors, votre mot de clôture? comme ce sont plutôt des personnes qui cherchent à faire des... Si ce sont plutôt, et c'est plutôt le cas, d'autant que je puisse le sentir, des personnes qui font des thèses pour devenir enseignants dans la business school. Si on fait une thèse, c'est ça. Même si cette question de... Et les entreprises, doctorat, bon, c'est un autre débat. Ou démarrent des carrières d'enseignants-chercheurs, ce qui est important, c'est et ça revient à une autre question qui avait été posée, alors publisher perish ou impact. C'est sentez-vous heureux. Il est vraisemblable qu'au début, vous ayez des ambitions de publisher perish, mais peut-on être heureux avec du publisher perish? Jusqu'où euh, accepte-t-on le jeu factice, des publications factices du publisher perish? Est-ce qu'on s'en dégage dès le début ou est-ce qu'on s'en dégage au bout d'un certain temps ou est-ce qu'on s'en dégage jamais? Vous voyez comment j'essaye Donc, une autre manière de le dire, c'est sentez-vous heureux dans le travail que vous faites. Et donc, la recherche est une activité heureuse et pas une activité malheureuse. Donc, l'activité de recherche induit du bonheur au travail et non pas du malheur au travail. Donc, si vous êtes sur une activité de recherche qui induit du malheur au travail, c'est à vous de réfléchir sur vous-même. Merci, professeur Pesque. Il est 11h26. On arrive quasiment à 2 heures de ce webinaire aujourd'hui qui avait pour thème les défis épistémologiques contemporains en sciences de gestion à l'ère de l'imitation globale. Nous vous remercions infiniment pour l'intérêt accordé à ce webinaire, le temps et l'engagement précieux pour la formation des jeunes chercheurs qui ont suivi avec une attention bienveillante, ce qui a suscité de nombreuses questions et des préoccupations dont vous avez apporté ou agressé des réponses assez précises, adéquates. Donc, nous vous remercions pour ce temps précieux accordé. Donc, nous disons merci également à nos participants qui sont là présents, qui nous viennent de 4 coins du monde, d'Afrique, d'Europe et même du Maghreb. Donc, nous leur disons merci pour le temps accordé. Donc, restez connectés sur nos pages. Vous aurez dans les heures qui vont suivre le compte rendu et si possible, si le prof le veut bien, il pourrait mettre la diapo à notre disposition. C'est possible pour ça? Oui, oui, D'accord, science ouverte. d'accord, merci. Donc, Science ouverte, science ouverte. Alors, par contre, ne me dites pas que j'ai pas repris des choses que j'ai déjà dites ailleurs, ce qui est vrai. ouais, Hein, c'est la cumulativité de la pensée et du savoir. ouais. Donc, effectivement, science ouverte, j'envoie tout de suite, entre guillemets, oui, le premier mail que je vais faire, j'envoie la copie de la présentation. Très bien, merci, chers intervenants, chers participants. Donc, nous clôturons ainsi ce webinaire. Nous vous remercions pour votre participation et à nous retrouver dans les prochaines éditions. Merci.